Berlin s'effondrait. Mais dans les derniers refuges sécurisés de l'élite nazie, un silence d'un autre ordre régnait. Non pas celui des bombes, mais celui des décisions irrévocables. C'était un monde bâti sur le pouvoir, qui se réduisait désormais à un bunker où Magda Goebbels, assise près de 6 enfants endormis, savait qu'elle les empoisonnerait avant l'aube. À la surface, la ville brûlait. Sous terre, une mère préparait un acte qu'elle qualifiait de « miséricorde », tandis que le régime qu'elle servait s'écroulait dans les rues. Partout en Allemagne, les épouses des dirigeants nazis étaient reconfrontées à des choix aussi désespérés que la faim elle-même. Certaines fuyaient à travers les forêts, munies de faux papiers, serrant leurs enfants contre elles, tandis que les chars alliés croisaient leur chemin. D'autres se cachaient dans des villas qui avaient jadis abrité généraux et diplomates, désormais réduites à de sombres pièces, où elles murmuraient que la guerre n'était pas vraiment perdue. Quelques-unes s'accrochaient aux bijoux cousus dans leurs vêtements. D'autres s'obstinaient dans le déni, persuadées que le monde extérieur leur mentait. Le paradoxe était saisissant. Ces femmes avaient vécu au cœur de la dictature la plus puissante d'Europe, protégées, célébrées, élevées au rang de figures respectées. Mais dans les derniers jours du Reich, elles devinrent des fugitives, traquées par ce même monde que leurs maris avaient jadis terrorisé. Les épouses d'hommes qui avaient façonné des nations se retrouvaient soudain à mendier de la nourriture, à se cacher des soldats ou à subir des interrogatoires. Certaines songeaient au suicide, d'autres cherchaient à fuir, d'autres encore attendaient un sauvetage qui ne viendrait jamais. Et derrière chaque choix se cachait une question plus profonde, à laquelle le monde peinait à répondre. Qu'est-il advenu des femmes qui s'étaient tenues aux côtés des architectes du génocide? Étaient-elles victimes d'un empire en déclin ou gardiennes de son idéologie jusqu'à la toute fin? Pourtant, ce mystère ne commence pas avec leur chute. Il commence avec le monde qu'ils ont contribué à bâtir. On les appelait les mères du Reich, célébrées dans les films et discours de propagande comme des symboles de pureté, de sacrifice et de loyauté inébranlables. Mais derrière ces images mises en scène se cachaient des femmes dont l'identité s'était forgée au cœur même du pouvoir nazi. Magda Goebbels occupait une place centrale dans ce monde, admirée publiquement comme la mère allemande idéale, tout en embrassant en privé l'idéologie du régime avec une ferveur aveugle. Emmy Göring vivait dans un luxe inouï, organisant des réceptions et défendant l'image de son mari alors même que l'Allemagne commençait à s'effondrer. Margaret Himmler se consacrait aux valeurs SS, contribuant à l'organisation de réseaux caritatifs soutenant la mission du régime. D'autres vivaient un peu plus à l'écart des projecteurs. Gerda Bormann éleva une famille nombreuse en suivant les règles idéologiques strictes établies par Martin Bormann, restant fidèle à la cause même face à la défaite. Lina Heydrich, veuve de Reinhard Heydrich, demeura fidèle à l'héritage de son mari, refusant de renier le rôle qu'il avait joué dans l'Holocauste. Anneliese Ribbentrop évoluait dans les cercles diplomatiques, la fortune familiale soutenant l'ascension de Joachim von Ribbentrop. Ensemble, ces femmes formaient une strate intime de la structure sociale du Reich. Elles participaient aux rassemblements, entretenaient des foyers aisés, bénéficiaient des biens confisqués et contribuaient à maintenir le climat qui permit au régime de se perpétuer. Leur existence était intimement liée au pouvoir, un pouvoir qui récompensait la loyauté et punissait le doute. Mais lorsque l'Allemagne s'est effondrée en 1945, leur monde s'est écroulé. Les villes ont brûlé, les responsables ont fui et les projets de fuite ou de suicide ont remplacé les visions de victoire. Certains se sont préparés à se cacher, d'autres ont clamé leur innocence et beaucoup ont réalisé trop tard que la vie qu'ils avaient défendue avait disparu. Au final, chaque femme a dû faire face à une réalité marquée non seulement par l'issue de la guerre, mais aussi par ses propres choix. Leur avenir serait façonné par la reddition, le jugement et les souvenirs qu'elles portaient en elles. Les derniers jours du Reich se déroulèrent dans un chaos de panique, d'effondrement et de choix impossibles. Dans les souterrains du Führerbunker, Magda Goebbels prit la décision la plus terrible de toutes. Tandis que l'artillerie faisait trembler le plafond et que les troupes soviétiques se rapprochaient,
elle donna du cyanure à ses 6 enfants, plaçant les capsules entre leurs dents avant de les regarder mourir. Quelques heures plus tard, elle et Joseph Goebbels se rendirent dans le jardin dévasté à l'étage, mordirent leurs propres capsules et s'effondrèrent ensemble. Leurs corps, partiellement brûlés lors d'une crémation hâtive, furent découverts par des soldats soviétiques le lendemain matin. Partout en Allemagne, le chaos s'installait. Emmy Göring fut retrouvée en Bavière et arrêtée avec sa fille Edda, âgée de 7 ans. Elle s'efforçait encore de conserver la dignité qu'elle affichait autrefois lors des réceptions officielles, mais les gardes alliés qui l'escortèrent au camp d'internement de Straubing ne voyaient qu'un autre vestige d'un monde disparu. Des centaines de kilomètres plus au sud, Margaret Himmler tenta de fuir en Italie avec sa fille Gudrun, espérant disparaître dans la confusion. Au lieu de cela, elle fut capturée à Bolzano et remise aux autorités américaines pour interrogatoire. Gerda Bormann tenta de fuir encore plus loin. Avec 8 de ses 10 enfants, elle se réfugia dans les Alpes lors de la chute de Berlin, se cachant dans des villages isolés tandis que son mari disparaissait sans laisser de traces. Sa santé se détériora rapidement, aggravée par des soins médicaux rudimentaires, la laissant trop faible pour affronter un procès. Anneliese Ribbentrop fut arrêtée et déportée à l'ancien camp de concentration de Dachau, où la fortune de sa famille ne lui offrit aucune protection. Lina Heydrich, interrogée sur l'héritage de son mari, fut autorisée à rester sur l'île de Fehmarn, surveillée mais non détenue. Le monde que ces femmes connaissaient s'était effondré. Certaines sont mortes, d'autres ont fui, et d'autres encore ont été arrêtées, tandis que le régime s'écroulait autour d'elles. Mais survivre en 1945 n'était que le début. Le jugement était encore à venir. Dans les années qui suivirent la capitulation de l'Allemagne, le jugement s'imposa discrètement, à travers des procédures administratives, des interrogatoires et des audiences tenues dans des tribunaux improvisés à travers un pays dévasté. Pour les épouses des dirigeants nazis, la dénazification fut une lente prise de conscience, les obligeant à se confronter au monde qu'elles avaient soutenu ouvertement ou en silence. Emmy Göring dut faire face à l'un des procès les plus médiatisés. En 1946, un tribunal de dénazification allemand la déclara sympathisante nazie, la condamnant à 1 an de prison, à la confiscation d'une partie de ses biens et à l'interdiction de se produire en public. L'élégance qui avait jadis caractérisé sa vie s'évanouit derrière les murs de la prison de Straubing. Anneliese Ribbentrop, longtemps liée au pouvoir diplomatique de son mari et à la fortune familiale issue du Champagne, fut déportée à l'ancien camp de concentration de Dachau. Ses biens furent confisqués et ses protestations, affirmant n'avoir rien connu à la politique, ne convainquirent presque personne. Margaret Himmler fut transférée entre des camps en Italie, en France et en Allemagne, et interrogée à maintes reprises lors du procès de Nuremberg. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait été qu'une mère et une infirmière, malgré les documents attestant de sa profonde loyauté idéologique envers la SS. Des années plus tard, elle fut officiellement requalifiée de bénéficiaire du régime, une étiquette qui révéla les limites de la justice d'après-guerre. Gerda Bormann n'a jamais comparu devant un tribunal. Sa tentative de fuite dans les Alpes s'est soldée par une dégradation brutale de son état. Traitée avec des composés à base de mercure pour un cancer abdominal, sa santé s'est aggravée jusqu'à son décès dans un établissement italien en 1946, laissant ses enfants confiés à des personnes bienveillantes. Lina Heydrich a connu un sort inverse. Exonérée de toute responsabilité majeure, elle a conservé sa pension, ses biens et a défendu l'honneur de son mari jusqu'à la fin de sa vie, illustrant ainsi l'inégalité de la responsabilité. Nombre d'épouses ont prétendu ne rien savoir. Les tribunaux les ont souvent qualifiées de sympathisantes et non d'auteurs des violences. Pourtant, la liberté n'était pas synonyme de rédemption. Elle marquait seulement le début de vie longue et brisée. Dans la Nouvelle-Allemagne qui émergeait des ruines, les épouses des dirigeants nazis menaient des vies plus modestes, plus discrètes, mais rarement empreintes de remords. Emmy Göring s'installa dans un appartement modeste à Munich,
loin des palais et des opéras qu'elle avait jadis dirigés. Pourtant, même dans l'ombre, elle restait attachée au passé. En 1967, elle publia des mémoires défendant son mari, insistant sur le fait qu'il avait été incompris, victime de l'histoire plutôt qu'artisan de celle-ci. Ses écrits révélaient que l'emprisonnement n'avait pas altéré sa loyauté, il l'avait seulement rendue plus intime. Lina Heydrich a vécu de la même manière. Sur l'île de Fehmarn, elle gérait des pensions, élevait ses enfants et a passé des décennies à nier la responsabilité de son mari dans l'Holocauste. Jusque dans les années 1980, elle apparaissait dans des interviews affirmant que Reinhard Heydrich avait été déformé, rejetant sans distinction les témoignages des survivants et les documents historiques. Son refus d'affronter la vérité a fait d'elle une voix discrète mais persistante du révisionnisme dans un pays qui s'efforçait de reconstruire ses fondements moraux. Anneliese Ribbentrop, libérée de son internement, passa des années à tenter de récupérer l'héritage confisqué de sa famille. Les tribunaux rejetèrent systématiquement ses demandes, mais elle demeura inflexible dans sa défense de l'héritage de son mari. Margaret Himmler mena une vie discrète, mais profondément attachée aux valeurs qui avaient façonné son existence. Elle ne renonça jamais à l'idéologie qui avait guidé son mariage, trouvant du soutien auprès de personnes partageant sa vision du monde. La génération suivante portait elle aussi son lot d'ombre. Gudrun Himmler, farouchement attachée à la mémoire de son père, devint une figure emblématique des réseaux d'extrême droite de l'après-guerre, participant à des rassemblements et soutenant des groupes qui œuvraient à la réhabilitation des anciens membres SS. Son militantisme démontra comment l'idéologie pouvait survivre au régime lui-même. Nombre de ces femmes ont échappé à une véritable reconnaissance publique. Elles ont reconstruit leur vie, tout en conservant leurs anciennes convictions, révélant ainsi une vérité plus profonde sur le long combat de l'Allemagne avec son passé. Dans les décennies qui suivirent de la guerre, la vie de ces femmes s'estompa, empruntant des chemins plus discrets et plus étroits, loin du pouvoir qui les avait jadis côtoyées. Certaines moururent prématurément, comme Gerda Bormann, décédée dans un hôpital italien avant même d'avoir comparu devant un tribunal. D'autres vécurent assez longtemps pour voir l'Allemagne se transformer en une nation démocratique qui rejeta tout ce qu'elles avaient défendu. Mais que leurs dernières années se soient déroulées dans l'obscurité, un confort modeste ou un déni obstiné, aucune ne put échapper au poids du monde qu'elle avait contribué à faire perdurer. Emmy Goering passa ses dernières décennies à Munich, loin de la richesse qu'elle avait autrefois affichée, s'efforçant de réécrire l'histoire de son mari par des mots soigneusement choisis. Margaret Himmler vécut recluse, entourée de sympathisants qui ne l'incitèrent jamais à s'interroger sur la véritable signification de sa loyauté. Lina Heydrich mena une vie professionnelle discrète, accordant des interviews qui tentaient d'atténuer les crimes de son mari, alors même que la vérité historique s'éclaircissait d'année en année. Anneliese Ribbentrop mourut en continuant de clamer que sa famille avait été lésée, ses tentatives pour récupérer les biens confisqués étant systématiquement rejetées. Leur destin fut façonné non seulement par des choix personnels, mais aussi par les systèmes en place. Le processus de dénazification, inégal, précipité et dicté par les priorités de la guerre froide, permit souvent aux loyalistes de se fondre à nouveau dans la société sans être inquiétés. Les communautés désireuses de reconstruire privilégiaient le silence à la confrontation. Il en résulta une sorte d'amnésie nationale qui ne fut brisée que lorsque les nouvelles générations exigèrent une vérité complète sur le passé. Pourtant, même si l'Allemagne d'après-guerre a rejeté le nazisme publiquement et légalement, cette idéologie a survécu dans des sphères plus restreintes, à travers la loyauté familiale, les conversations privées et les réseaux d'extrême droite qui traitaient ces femmes et leurs souvenirs comme des symboles. Leurs histoires se sont terminées il y a longtemps, mais les dégâts moraux qu'elles ont laissés derrière elles continuent de façonner le monde bien au-delà de 1945.